La discussion et l'échange sont à la démocratie ce que l'eau est pour la fleur. Et nous avons décidé de faire de ce cadre un cadre de discussion citoyenne et républicaine, mais aussi un cadre de redevabilité parce qu'on s'était dit que cette année électorale, on va inviter plus de politiques pour qu'ils s'entretiennent avec vous, la population, avec nous, le peuple que nous formons, parce que désormais, il n'est plus question de voter des gens dont on ne connaît ni les visions, ni les idées, ni l'engagement politique. Aimez nos pages réseaux sociaux, n'oubliez pas YouTube, Siloé Télévision parce qu'on y passe désormais et toujours partager les liens. Il ne faut pas réserver l'information à vous-même, partager à votre voisin, à votre famille. Chez nous ici, l'invité, il invite. Donc, invitez plusieurs parce que ce n'est qu'à plusieurs qu'on peut faire quelque chose. Je suis content de vous retrouver encore une fois, mais seulement pas vous, parce que le public qui est toujours là avec moi est présent ce soir, est présent parce qu'ils sont nombreux. J'aimerais quand même que vous applaudissez légèrement pour vous-même, juste question de savoir que vous êtes là, ils m'accompagnent, mais vous pouvez faire autant aussi, vous pouvez venir, parce qu'on a dit, le plateau ici consacre la discussion citoyenne, donc vous pouvez venir participer de temps en temps à nos tournages. Mais au-delà de mon invité spécial, j'ai d'autres invités. Eux, ils sont très politiques. Quelques-uns sont de la société civile, des ASBEL et consorts. Donc, il s'agit de monsieur Jagast Djamba, qui est cadre au MLC, oui, au MLC, même s'il paraît très jeune, mais il est cadre au MLC. Il y a M. Rigen Kema, qui est président de l'ASBEL J'adore le Congo, il va participer au débat. Il y a M. Rabi Laurent, qui est membre de l'ASBEL Idéal pour la jeunesse, lui aussi va participer au débat. Et il y a un habitué de ces plateaux, qu'on ne présente quasiment plus. Israël, je l'appelle par son prénom parce que bon, c'est mon ami. Israël, qui est membre de Dynamique Eberon, lui aussi va participer à cette émission, à ces débats. Alors, je le disais, il y a un invité spécial. C'est un homme des sciences, c'est un expert en plusieurs domaines. Il est consultant pour plusieurs questions et il va justement venir sur ce plateau aujourd'hui pour interagir avec ce jeune politique autour de la question de l'importance et de l'impact des élections 2023. Quel type d'économie, quelles attentes sociales, et on va essayer ensemble comme ça de répondre à cette question. Il est aussi écrivain parce que je l'ai déjà reçu pour la publication de son ouvrage Sine qua non, afin d'éradiquer la corruption. Il va aussi nous dire très légèrement comment est-ce qu'on peut éradiquer la corruption qui gangrène la RDC depuis son existence. Alors, je disais donc que vous avez compris, il s'agit de monsieur Al Kitenge, à qui je demande affectueusement d'entrer dans ces plateaux avec les applaudissements de tous. Monsieur Al Kitenge. Bonjour. Bonsoir, monsieur Al. Bonsoir, monsieur. Je suis très content de vous revoir. C'est un plaisir partagé. Bonne année. Mais merci, bonne année aussi, même si janvier est fini, ça fait un peu long. Je disais donc vous revoir parce que ça fait 2 fois qu'on se retrouve, que vous veniez à Siloé, que vous m'honorez, et je suis très content de cette flexibilité que vous me témoignez. C'est un plaisir partagé, plaisir de partager également avec les jeunes. Je suis très content. Je disais tantôt que vous êtes écrivain notamment. Vous avez écrit Sine qua non, un livre très documenté qui explique comment est-ce qu'on peut éradiquer la corruption. Moi, j'ai la chance parce que je l'ai lu. J'aimerais que vous nous dites vraiment en très peu de mots, si c'est possible, si ce n'est pas un rêve, si ce n'est pas une course derrière les chimères, que d'éradiquer la corruption. Quand on regarde les statistiques, c'est quasiment 80 pays, c'est quasiment dans tous les pays du monde où il y a la corruption. Surtout que vous rajoutez, vous dites, généralement, on fait la liste des corrompus, mais on ne fait pas la liste des corrupteurs. Donc, si on rajoute la liste des corrupteurs, tous les pays que l'on connaît, même ceux qu'on pense être de bonne moralité, sont dans la corruption. Mais comment vous allez éradiquer un phénomène qui, à un moment donné, nous paraît naturel? Je vous remercie énormément. Vous avez posé la question et vous avez donné la réponse. Vous savez, lorsqu'on parle de la corruption, il y a au moins 2 acteurs. Les corrompus et le corrupteur. Mais il y a un 3e acteur, des fois, qui est le facilitateur, le commissionnaire de la corruption. Ce qui veut dire, en réalité, les gens qui prétendent vouloir nous donner des leçons, ceux qui nous classent toujours comme parmi les pays les plus corrompus, il faudrait juste leur poser la question de savoir, et si on faisait la liste des corrupteurs et on les classait, qui serait en tête? Pensez-vous que ce sont les pays africains? La réponse est non. Non. Ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, la corruption est une arme fatale de destruction massive. C'est le plus grand destructeur de la prospérité. Ça veut dire qu'en fait, on insémine
la corruption dans notre système pour être en mesure de nous désarticuler, nous permettre de ne pas avancer. Parce que lorsque vous êtes dans un système corrompu, la première chose qui vous déménage, c'est la confiance entre les individus. Et à partir du moment où les gens ne sont pas confiants les uns envers les autres, il est très difficile de prendre des grandes décisions. Mais ça fait partie des stratégies pour être en mesure de désarticuler un système. Quand votre système d'enseignement est corrompu, vous pouvez être sûr que vous allez former des voyous. Quand votre système de santé est corrompu, vous êtes sûr que la mortalité va être très élevée et donc l'espérance de vie très faible. Et si les deux sont combinés, vous avez donc là le statut qu'il faut pour être un pays totalement incompétent. Et c'est malheureusement la situation de beaucoup de pays africains. Notre pays n'y a pas échappé pendant longtemps. J'espère qu'on est en train d'en sortir. Et comment éradiquer la corruption sans vouloir... D'abord, deux choses simples. Il faut arrêter déjà de lutter contre la corruption. Parce que les gens qui ont mis la stratégie de lutte contre la corruption, et c'est pour ça que 60 ans après, la corruption est toujours là, dans leur conception, nous devrons toujours avoir un peu plus ou un peu moins de corruption, mais la corruption est censée rester fatale. Donc la lutte ne déracine pas? Non, pas du tout. La lutte, c'est... Prenez l'histoire d'un côté les valeurs, de l'autre côté les antivaleurs. Si vous vous mettez à lutter contre les antivaleurs, c'est comme si vous tourniez le dos aux valeurs. Et nous, notre stratégie est de dire, au lieu de nous occuper des conséquences, il faut s'occuper des causes. Et donc, il faut arriver à inséminer l'intégrité dans le comportement des gens à tous les niveaux. Ça, c'est un travail civilisationnel. C'est un travail transformationnel, comme vous le dites. C'est un gros travail de société. Et nous disons, il ne faut pas espérer que les gens qui bénéficient de la corruption dictent les règles pour éradiquer la corruption. Les gens qui doivent en réalité dicter et émanciper la population dans le cadre de l'éradication de la corruption, ce sont les perdants de la corruption. Ça veut dire en fait la masse. Les victimes. Les victimes. Et s'ils s'approprient ce combat, il devient assez facile dans un temps assez court de pouvoir être une masse innombrable de whistleblowers, ça veut dire des gens qui dénoncent la corruption, mais également des fighters, des gens qui combattent et déracinent complètement la corruption, des gens qui l'anticipent et donc qui peuvent être en mesure de éviter que cela n'arrive dans notre société et qui en fait une antivaleur reconnue aux yeux de tout le monde, même quand il s'agit de votre oncle. Est-ce qu'au Congo, on peut trouver des victimes de la corruption? Parce que quand vous marchez les rues, tout le monde est corrompu. Tout le monde est victime. Même de la masse. Tout le monde est victime de la corruption. Et des fois, les gens pensent que ça ne touche que les autres. Jusqu'au jour où leur frère est touché par une question fondamentale de corruption. Alors seulement, ils se rendent bien compte qu'en fait, on ne devait jamais tolérer cela. Alors, vous ne serez pas seul, vous n'êtes pas seul d'ailleurs sur ce plateau. Je suis, permettez-moi de vous présenter, je venais de le faire tout à l'heure, mais de le refaire, de vous présenter quelques jeunes avec qui vous allez interagir, parce qu'il ne s'agit pas que de répondre à mes questions. Vous allez vraiment, ça sera un échange, comme je le disais, citoyen, dans le respect et dans la considération. Alors, on a Jagaste Djamba. Bonsoir. Et bienvenue pour la première fois sur ce plateau. Alors, je disais que vous êtes cadre au MLC. Ça va très bien au MLC? Très bien, on se porte bien, le parti se porte très bien en tout cas. Ça prépare les élections au MLC? Nous affectons nos armes avec le jeu électoral qui se pointe à l'horizon et vous savez, vous connaissez que le MLC est un parti et de cadres et des masses et le jeu électoral c'est notre nourriture. Nous nous préparons. Est-ce que vous aurez un candidat président? Vous êtes derrière le président de la République? Si nous aurons un candidat président ou si nous sommes derrière le président de la République, je pense que la question n'est pas encore à l'ordre du jour. Ne mettons pas la charrue avant le bœuf. Il n'y a pas encore eu convocation du Congrès. Voilà. Lorsque nous allons convoquer le Congrès et que le moment opportun il sera au point, et vous aurez les résultats, vous aurez la réponse par rapport à votre question. Israël, cadre de dynamique ébérante. Comment allez-vous? Oui, ça va très bien, merci. Je ne suis pas seulement cadre, mais je suis le porte-parole de la dynamique. Ah oui. Je voulais aussi profiter de cette opportunité, de cette occasion pour vous remercier infiniment pour ce travail que vous êtes en train de faire. Merci. En tout cas, sans aucune idée d'être flatteur, je sais que vous êtes imperméable flatterie. Vous êtes en train de faire un très grand travail. Continuez comme ça. Un jeune qui est pétri de valeurs, surtout parce que si j'ai entendu des gens j'ai pas l'habitude, non, en tout cas, je dois vous le dire en face. Aujourd'hui, je profite de cette occasion parce que je vous l'ai jamais dit. Je vous l'ai dit aujourd'hui. Continuez comme ça. La République a besoin de jeunes qui se respectent par respect. Pas pour les autres, mais pour eux-mêmes d'abord. On espère qu'on va apporter notre touche. Il y a aussi Rigen Kema, président de l'ASBEL J'adore les Congo. Mais vous c'est fini avec l'ASBEL parce que vous êtes déjà candidat aux élections. Comment vous allez faire? Bon, déjà, bonsoir d'abord. Bonsoir. Parce que ça a toujours été en tout cas un réel plaisir pour
Je sens que vous êtes vraiment anticipatif. Bon, pas de problème. J'ai les infos. On est entre nous. J'adore le Congo, c'est une structure que nous avons créée pour changer les mentalités. Comme j'ai dit, il est pratiquement impossible de parler d'une nouvelle génération sans changement de mentalité. Et bien que je sois candidat, j'adore le Congo va continuer à être là, à exister. Il sera périn parce que nous l'avions inscrit dans la durée. Alors, quant à ma possibilité d'être candidat, oui. J'ai entendu, vous avez posé la question à M. Hall, que j'ai salué, d'ailleurs j'apprécie beaucoup, ça faisait belle lurette quand c'est plus revu. Vous avez posé la question s'il y a des victimes de la corruption. Mais effectivement, vous avez reçu l'un des victimes de la corruption. Nous sommes en tout cas les victimes de la corruption, dans la mesure où, comme j'ai l'habitude de le dire, nous avons beaucoup attendu. Et présentement, ceux qui étaient les victimes d'hier, c'est décidé d'aujourd'hui, que Tokende Bissomoko. Donc, comme je l'ai dit à ceux qui me soutiennent, ceux qui sont avec moi, que l'ennemi du Congo est connu. Et notre ennemi, peu importe nos clivages politiques, notre ennemi, il est connu et c'est la pauvreté. Et quand je parle de la pauvreté, une pauvreté qui est devenue pratiquement endémique, mais qui est causée principalement par la corruption et les détournements des deniers publics. Et c'est en ce sens-là qu'on s'est dit, puisque nous sommes maintenant le tribun de la société, et comme vous le savez, parmi les écueils que rencontre un porte-parole ou certains conseillers, c'est que à force de sensibiliser, on se rend compte qu'on n'est pas entendu. Et quand on n'est pas entendu, il faut qu'on passe à l'acte. Et c'est comme ça qu'on a pris la décision de ne plus rester des téléspectateurs, mais que nous puissions nous lancer à l'eau afin de changer, apporter ce changement-là tant attendu. Je reviendrai à vous parce que M. Hall est là justement. On va revenir un peu sur la question de la corruption. Je sens que ça bouillonne les esprits. Il y a aussi M. Rabi Laurent qui est cadre de l'idéal pour la jeunesse. L'idéal pour la jeunesse qui est notamment une SPL. Tout à fait. Vous ne faites pas de la politique, vous êtes dans la société civile. Tout à fait. Comment allez-vous? Merci beaucoup, je vais bien. Et c'est ma première fois d'être ici. Oui. Déjà, je suis familier et qu'il me soit permis de saluer un de nos héros du quotidien, qui Maître Al-Kitenge, qui s'est permis, ce n'est pas tout le monde, de se rapprocher de jeunes malgré ses casquettes diverses. Et donc, je crois que cet échange, ces cadres sera diversifié puisqu'il y a des politiques, nous qui sommes dans la société civile, et il y a aussi un scientifique rompu dans l'art. Et quand on parle de corruption, moi je pense qu'on fait référence ici à la minorité, à la majorité. Et étant latiniste de formation, tout pouvoir, disons, à satisfaire une minorité voit l'échec. Et on est fatigué de subir. Et quand on peut faire quelque chose, en tout cas, tant qu'il est possible de faire quelque chose, on pense qu'on peut faire quelque chose, et voilà l'objet de notre présence ici. Merci. Merci beaucoup. Il y a aussi Nixon, il y a Eli, je ne vous connais pas tous de nom, hein, excusez-moi, il y a Glody. Vous aurez la parole. Alors on va commencer, M. Hall, on commence par l'actualité. L'actualité est dominée par la visite papale. Le pape est venu en RDC finalement depuis le lundi dernier. Je crois que c'est son dernier jour. Je précise qu'on tourne cette émission le jeudi 2 février. D'abord, est-ce que vous êtes croyant? Je suis croyant et je suis catholique pratiquant. Comment est-ce que vous avez ressenti en tant que catholique pratiquant l'arrivée de l'autorité de l'Église? Je pense simplement qu'au-delà de l'autorité de l'Église, on a eu là un pasteur, quelqu'un qui est venu avec un message puissant. Mais son message n'est pas seulement dans sa verve, dans ce qu'il dit. Son message est dans ses attitudes. Je l'ai vu arriver à côté du président alors qu'il était assis dans son véhicule, se lever, tenir son cœur, se pencher pour saluer le chef de l'État. Il s'agit là de l'autorité suprême spirituelle de l'Église catholique. Cette humilité m'a véritablement troublé et m'a inspiré. Merci beaucoup. J'aimerais aussi avoir l'avis des politiques, parce qu'il y a quelque chose de très politique quand même dans l'arrivée du pape. Je pense par exemple au dernier discours du cardinal qui, à mon avis, c'était un discours accusation, qui a dit au pape que le peuple congolais était encore ou est encore de la misère. Comment est-ce que vous avez reçu ça, par exemple, au MLC? Est-ce que vous estimez que le cardinal n'aurait pas dû dire ça devant le pape, ou c'est légitime pour lui?
Je crois qu'en République démocratique du Congo, nous avons opté pour la liberté des pensées. Et le cardinal, en tant que chef de l'Église au niveau du Congo, a une liberté des pensées et une liberté de croire. Le pape est arrivé au niveau de la République. Vous savez, vous connaissez ce que ça représente comme impact, tant sur le plan diplomatique que sur le plan de la popularité. Le pape, comme l'a dit M. Alki-Tenge, c'est le chef suprême de l'Église catholique. Et vous savez avec moi ce que représente la force de l'Église catholique, tant sur le plan spirituel que sur le plan de la démographie. On l'a vu de la mobilisation Vous également. avez vu avec moi Ndolo, vous avez vu avec moi aujourd'hui au niveau du Stade des Martyrs. Alors, l'arrivée du pape, avec le message du pape, est un gain politique pour les dirigeants. Pourquoi est-ce que je le dis? Parce que rien que le fait pour le pape d'arriver en République démocratique du Congo a permis que la scène internationale soit fixée sur ce qui se passe en République démocratique du Congo. Il a dit dans son discours quelque chose de très fort que nous avons tous aimé. Il a dit il faut retirer vos mains de la République démocratique du Congo, parlant de ce qu'il y a comme misère, parlant de ce qu'il y a comme atrocité au niveau de la République. Un tel discours, un tel message est très important, très bénéfique pour la République. Ça, c'est sur le plan sécuritaire. Parce que il y a, il faut le savoir, il faut le reconnaître, que parmi ceux qui tuent, parmi ceux qui pillent au niveau de l'Est de la République, ceux qui causent du tort à nos frères, il y a ceux qui ont de la révérence pour le pape. Un message comme ça, venant du pape, le chef suprême de l'Église, peut leur faire raisonner d'une certaine manière. Ça, c'est très important sur le domaine sécuritaire. Sur les plans diplomatiques et sur la scène internationale en termes d'investissement, il y a des hommes qui sont très financièrement très forts au niveau mondial et qui ont de la révérence pour le pape. Et avec un tel message, avec un tel discours, avec la venue du pape au niveau de la République, ça accorde du crédit. Vous pensez qu'après le départ du pape, nous aurons des investisseurs? Je ne dis pas que je pense qu'après le départ du pape, il y aura des investisseurs, mais je dis ceci, que l'acte que le pape a posé peut susciter ce que vous dites. Je ne confirme pas, mais c'est un acte générateur. Ça peut nous susciter des investissements sûrs parce qu'il accorde du crédit. Parce que vous voyez, c'est suivi sur la scène internationale. S'agissant de ce que le cardinal a décrié, je ne dirais pas ici que le cardinal a Est-ce que vous partagez son avis? Nous sommes dans la misère, on peut être d'accord là-dessus. Si je ne dis pas que nous sommes dans la misère, ça serait faire de l'ironie. Le pays a connu une descente aux enfers, ça fait des années. Et vous n'allez pas me dire que quelque chose ou bien une situation qui a connu une destruction pendant plus de 50 ans, qu'on peut d'un coup, par un bâton magique, relever en 5 ans. Ce n'est presque pas possible. Il a décrit, il a peint le tableau de la République par rapport aux données qu'il avait, mais je crois, à mon humble avis, que le cardinal n'a pas tout dit. Le cardinal a montré beaucoup plus le côté sombre de la République que nous avons d'ailleurs, nous, au niveau de l'actuel pouvoir, hérité pendant des années de destruction. Et il a omis, à mon sens, de démontrer aussi à la face de l'autorité, de cette autorité mondiale, les côtés positifs et les côtés des actions concrètes de la République. Donc, je pense, à mon avis, que le discours du cardinal Ambongo était un discours qui n'a pas été la réalité à 100%. Il a parlé, certes, des questions qui touchent la République, certes, c'est vrai, des questions qui nous touchent. Mais il fallait qu'il parle aussi de ce qu'on a fait de bien. Voilà, c'est ça le côté que nous, en tant qu'acteurs politiques, nous estimons être pas très corrects. Je reviens à M. Al avant de revenir de l'autre côté. Le pape devrait notamment aller à Goma, mais il n'a pas pu pour des raisons de sécurité. Est-ce que vous estimez que l'arrivée du pape, et surtout qu'il a pris un ton assez clair pour dire il faut que les mains noires quittent l'Afrique. Est-ce que vous estimez que ce discours-là peut être un soulagement en termes sécuritaires? Parce qu'on sait que récemment ici, il y a eu beaucoup de bavures sécuritaires. M23 n'a pas encore quitté le sol congolais. Il y a l'armée rwandaise sur notre territoire. Quel sera l'impact de cette posture du pape, qui se rajoute d'ailleurs à la posture de toute la communauté internationale, quasiment? La seule composante que cela amène est une composante diplomatique. Le pape est un diplomate de haut niveau. Quand il parle, sa voix est entendue. Pour revenir aux questions de sécurité, il revient à Félix Antoine Tshilombo de prendre toutes les dispositions pour que notre armée boute hors de notre territoire tous les ennemis de la République. Et ça, c'est une réalité que nous devons être en mesure d'intérioriser. Quand je parle du président de la République, il s'agit de lui, du gouvernement, du chef d'état-major, de nos troupes qui sont engagées et de tout le système de logistique qui vient derrière. Je voudrais ici revenir sur la question de la corruption.
Pendant très longtemps, nos opérations militaires ne marchaient pas bien parce qu'il y a des gens qui détournaient de l'argent. Mais ça, c'est comme le disait le jeune politicien tout à l'heure, l'héritage. Et aujourd'hui, il y a un chemin assez important que nous avons réalisé et c'est ce qui justifie un certain nombre de résultats que nous commençons à avoir. Moi, s'il y a quelque chose que j'ai à dire, c'est que partout où l'argent circule en cash, le risque de déperdition est très élevé. On devrait être en mesure de digitaliser les paiements au niveau de l'armée pour être en mesure de leur rendre une traçabilité. Et toutes les tâches qui ne sont pas liées aux militaires qui sont au front devraient être sous-traitées. Aujourd'hui, d'ailleurs, que le budget de l'armée est augmenté, sans digitalisation, vous avez peur, justement, que le budget de l'armée est non seulement augmenté, mais ils ont toute une loi financière spécifique à l'armée. C'est une avancée et une innovation majeure. Maintenant, au niveau de l'exécution, il est important qu'on digitalise la gouvernance, mais également que les citoyens deviennent rigoureux et regardants. Et c'est pour ça que j'en appelle aux jeunes gens qui sont dans la société civile et leur dire, vous avez tous les outils aujourd'hui pour savoir si oui ou non, les fonds qui sont alloués à notre armée servent aujourd'hui à la guerre et demain à la guerre économique et au renforcement du statut des hommes en armes, qu'ils soient à la police ou qu'ils soient à l'armée. Il faudrait qu'on modernise notre armée et nos militaires, qu'on modernise notre police et nos policiers. C'est important que ce qui est en train d'arriver aujourd'hui ne nous revienne plus jamais. Il faudrait que nous ayons une armée de dissuasion. D'ailleurs, parce que vous êtes notamment expert dans la formation militaire, vous connaissez la question sécuritaire. Quel est votre regard, hein, je reviens à vous, permettez-moi, mais quel est votre regard sur l'évolution de la question sécuritaire en RDC? Aujourd'hui, il semble qu'on n'est plus en commun accord avec l'armée de la sous-région, les AC. Le gouvernement demande d'ailleurs que quelques militaires retournent de là où ils viennent parce qu'il n'y a pas de résultats depuis qu'ils sont là. On a de l'autre côté les agitations de M. Kagame. Comment est-ce que vous voyez l'avenir de ces conflits-là, l'avenir de ces territoires encore possédés par les rebelles? Ce territoire ne sera jamais possédé par un quelconque rebelle ou une quelconque nation autre que la nation congolaise. Mais c'est le cas, monsieur. L'endroit est momentanément occupé par des forces de la destruction. Ça fait quand même beaucoup de Et tout le monde sait très bien que c'est une situation temporaire, non seulement parce qu'elle est amorale, mais également parce qu'elle est inacceptable par qui que ce soit, et encore moins par les Congolais. Ce qu'il faut dire, c'est que la question de la libération de ces territoires est une question nationale et patriotique. La MONUSCO n'a pas été à la hauteur du travail pour des raisons de contraintes diplomatiques. Et aujourd'hui, nous avons donné notre espoir aux forces de la communauté de l'Afrique de l'Est. Et on s'aperçoit qu'il y a des tergiversations. Je pense que plus que jamais, les stratèges militaires comprennent l'intérêt de renforcer nos capacités offensives pour être en mesure d'en finir. Ce n'est pas un peu tard. Et je pense que si nous ne le faisons pas, personne ne le fera à notre place. Lisez l'histoire, vous allez vous rendre compte qu'il y a des causes fondamentales qui ont amené à des faiblesses intrinsèques. Nous avons perdu un gars aussi brave que Mamadou Ndala. Tout le monde sait dans quelles conditions nous l'avons perdu. Et il n'y a pas que lui. Monsieur Al, aujourd'hui que la force de la sous-région est là, est-ce qu'on peut être en mesure d'évaluer, parce que si jamais ils n'ont rien fait en termes de sécurité, est-ce que quand ils seront partis, il n'y aura pas de dégâts derrière? N'y aura-t-il pas d'infiltration dans l'armée? Ça pose encore énormément de questions. Vous ne trouvez pas que c'est un peu tard, cette conscience qu'on a aujourd'hui de comprendre qu'on n'aurait pas dû inviter les autres forces sur notre sol? Je ne voudrais pas porter jugement sur les gens qui ont plus d'informations que moi, en l'occurrence le chef de l'État et le gouvernement. Parce que les FARDC n'étaient jamais d'accord. Parce que je peux vous le dire, au moment où ils décident, ils ont des informations que vous et moi, nous n'avons pas, auxquelles nous n'accédons pas. Ça veut dire qu'en fait, je ne voudrais pas porter jugement sur des décisions qui ont été prises à un moment donné ou à un autre. Mais moi, je retiens un jour que le chef de l'État disait que les forces des États africains de l'Est entreraient par Bunagana et donc on finirait par crever l'abcès au moment venu. Ça n'a pas été fait. Ils sont entrés par Goma et ils commencent à convertir leur mission de l'offensive en une mission d'interposition
n'est tout simplement pas acceptable parce que nos populations n'ont que trop souffert. Et je pense qu'il est temps, et tout le monde s'en rend compte, que nous prenions des dispositions pour en finir. S'ils ne veulent pas en finir avec nous, nous devrons être en mesure d'en découdre, d'en finir tout seul, et c'est notre responsabilité. Dernière question avant de passer aux politiques. Comment vous m'expliquez que nous avons connu, il y a une semaine ou deux, un attentat terroriste sur le sol congolais à Kassindi, où il y a eu de pertes de vies humaines. Aucune mobilisation nationale, aucune parole politique claire condamnant cela. Je n'ai pas vu d'engouement parce que moi je suis en train de me dire c'est pareil que Charlie Hebdo en 2015. On n'a pas vu le monde se mobiliser, ni d'ailleurs le Congo. Mais quand le pape arrive, c'est une mobilisation étatique extraordinaire. Comment vous m'expliquez que nous, qui sommes en guerre, qui sommes endeuillés, nous soyons aussi jovial, aussi heureux d'accueillir, évidemment, je ne suis pas contre le pape, mais d'accueillir le pape, sans que nous soyons meurtris par nos frères qui meurent chaque jour et qui venaient de mourir par un attentat terroriste. Est-ce là l'absence, justement, d'une conscience nationale ou simplement d'un État-nation? Non, je ne crois pas, pour une simple raison. Vous savez, les gens qui organisent des opérations aussi lâches qu'un attentat pour tuer des enfants et des femmes dans des conditions aussi inacceptables, j'ai juste envie de dire, c'est des lâches, mais ils le payeront cher un jour. Leur objectif, c'est justement nous faire peur, nous faire perdre l'espoir et nous révolter contre notre propre système pour nous plier. Non, justement, le Congolais leur démontre, leur oppose la solidité d'esprit et l'incapacité qu'ils ont à pouvoir nous faire plier, surtout au niveau intérieur. Comment on montre ça, M. Ali? On appelle ça de la résilience sociale. J'ai l'impression que c'était indifférent. On a été très indifférent à cet acte barbare. Chacun de nous a un angle de vue. Moi, je reviens de Goma, où je suis allé parler à des opérateurs économiques, des jeunes comme vous, du parcours qu'il faut pour réaliser $100 millions. Et bien entendu, quand je vais dans ce genre d'endroit, il y a des gens qui disent « Mais où tu vas? Mais c'est dangereux !» Je dis c'est dangereux aux yeux des gens qui pensent que sur la route, il y a moins de danger que d'aller à Goma. Et moi, je suis un guerrier d'affaires. Je vais là où le devoir m'appelle. Et ma conscience dit que ce n'est pas parce que je ne verse pas des larmes visibles et je ne m'effondre pas par terre que je ne pleure pas mon père qui est décédé. Nous avons, dans la dignité, assumé chaque jour les pertes que nous avons. Et ce que vous décrivez a ceci de particulier, c'est spectaculaire. Mais nous avons pire que ça chaque jour qui passe. Évidemment. Et donc, je m'interroge sur notre attitude. Notre attitude, à mon avis, est responsable et digne. Nous disons... Digne, vous dites. Et digne. Et nous disons, vous n'allez pas nous faire pleurer. Nous n'allons pas pleurer. Nous savons exactement ce qu'il y a à faire, c'est de défendre notre territoire par tous les moyens. S'il y a quelque chose que moi je pourrais être en mesure de dire aujourd'hui, c'est que les gens qui vont au front laissent femmes et enfants derrière. Nous devrions être capables d'organiser des mécanismes de la société civile pour venir en aide de manière spéciale et particulière aux familles des personnes qui sont au front. Nous devrons être en mesure de démontrer la reconnaissance vis-à-vis des gens qui abandonnent les leurs et qui vont se battre pour nous. Mais non seulement pendant la guerre, mais ça devrait devenir une attitude permanente. Et il y a des pays qui ont des modèles très sérieux sur ce point de vue. Si vous ne portez pas du respect et vous ne portez pas de la reconnaissance vis-à-vis des gens qui ont comme métier de s'offrir jusqu'au sacrifice suprême, vous êtes un peuple complètement irresponsable. Et ce n'est pas en se tournant par terre que l'on montrerait sa douleur. C'est en restant digne et en s'engageant pour que ceci ne revienne plus jamais, que l'on peut être un peuple respecté demain. J'aimerais avoir l'avis de quelqu'un justement de la société civile. Comment est-ce que vous êtes organisé au niveau de la société civile pour mobiliser les gens à la connaissance de ce qui se passe? Et là, on atteint un angle terrible. Ça veut dire que c'est les terrorismes qui s'invitent dans notre territoire. Est-ce que vous avez des actions? Comment vous m'expliquez ces manques de mobilisation face à un acte aussi barbare, vous, au niveau de la société civile? Déjà, j'aimerais dire ici au plateau que le Congo actuellement, en observant, parce que nous sommes aussi en train d'observer, entre l'immobilisme et l'immobilisme, le gouvernement a fait son choix. Et le président le démontre chaque jour. Et la société civile à notre niveau, parce que nous, principalement, nous sommes de jeunes
Et notre société civile, nous avons un peu des réseaux au niveau des universités. Et nous sommes limités en termes de moyens, mais nous sommes en tout cas dotés de ressources humaines. Nous sommes nombreux. Et qu'est-ce que vous en faites justement de cette ressource humaine? Présentement, nous sommes en train de dénoncer... Il n'y a pas eu des marches d'étudiants? Rien du tout? Moi, ça m'interroge. Tout à fait, tout à fait. Nous sommes en préparation. C'est en préparation. Et parce que déjà, il faut dire que nous ne sommes pas opposants à ce que le gouvernement fait. Le gouvernement a démontré sa bonne foi, parce qu'ils sont présumés de bonne foi. Et ils sont des personnes capables. Quand on est gouvernant, on est capable. Et jusque-là, dans le comportement du gouvernement, nous n'observons pas, en tout cas, une sorte de faiblesse. Déjà, avec des décisions qui ont été prises récemment, il est en tout cas normal et aussi honnête d'apprécier que le président a la volonté des puissances de mettre terme à cette guerre. Et au niveau de la société civile, si je peux vous rassurer à notre niveau, Idéalgie, nous sommes en train de penser de la fin du mois de février, organiser en tout cas une marche de mobilisation pour aller, bien sûr, approcher une autorité, actuellement c'est le ministre de la Défense, pour savoir qu'est-ce qui se passe au niveau de terrain. Parce que là, en voyant qu'il y a au niveau de l'armée une déstructuration du commandement, il y a l'EAC, il y a le FARDC, et l'armée c'est le domaine du secret. Et là, nous pensons que notre armée, étant donné qu'au niveau du front, on combat avec des armées étrangères, il y a ce côté secret qui n'est plus en tout cas mis en exergue. Donc on est exposé on est exposé en tout cas, parce que l'ennemi d'aujourd'hui peut être l'ennemi de demain. Je vais prendre Israël. Israël, est-ce que on doit continuer avec la diplomatie, en guillemets, agissante? Je suis d'accord, c'est agissant, parce qu'on a vu aujourd'hui les États-Unis, l'Allemagne, la France, toute l'ONU quasiment, reconnaître la responsabilité du Rwanda derrière ce qui se passe. Et aujourd'hui, on a même vu, le pape n'a pas cité le Rwanda évidemment, mais il a mis tout le monde dans cette responsabilité. Est-ce qu'à un moment donné, ça ne suffit pas? Ça veut dire que les autres l'ont dit, mais écoutez, les atrocités continuent. Doit-on continuer avec ces systèmes de lobbying, d'appel aux autres à l'intervention, ou on doit se prendre simplement en charge? Elie, écoutez, à son temps, Sédar Senghor dit agir et penser par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Lumumba, quand il était en train de partir, il dit sans la lutte, vous n'aurez pas la démocratie ni aujourd'hui, la liberté, ni aujourd'hui, ni demain. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous devons combattre nous-mêmes et par nous-mêmes. La diplomatie, c'est bien, nous félicitons, nous remercions ce que le président de la République est en train de faire. C'est bien. Mais à un moment donné, nous devons nous-mêmes nous prendre en charge. C'est-à-dire, nous devons fournir des efforts de bouter l'ennemi hors territoire national. C'est pourquoi, ici, pour y faire, nous, en interne, nous devons travailler sur deux aspects. Parce qu'aujourd'hui, il ne suffit pas de se taper la poitrine pour ne pas tirer le toupet, que nous allons bouter l'ennemi dehors, sans toutefois se préparer en amont. Nous devons nous préparer. Je l'ai toujours dit, vous le savez, je l'ai toujours dit, nous devons nous préparer sur deux aspects. Sur notre propre formation, c'est-à-dire nous devons nous former nous-mêmes, et nous devons s'informer nous-mêmes. Ça va nous prendre combien de temps? L'ennemi est là, le M23, ils sont là. Tout le jour. Elie, cette formation doit nous prendre combien de temps? Il faut préparer qui? Est-ce qu'il faut préparer aujourd'hui la classe estudiantine comme les ministres tentent de le faire? Pendant combien de temps? Moi, je vais avoir des réponses. Nous ne voulons pas avoir de solution à court terme. Tony Blair, le premier ministre britannique, dit une autorité, c'est celui qui sait définir clairement les priorités. Et c'est celui qui sait prendre des définitions palliatives. Oui, mais la sécurité est une priorité. Oui, c'est une priorité. Exactement, c'est une priorité. Mais nous ne devons pas anticiper les choses. C'est-à-dire, vu que nous sommes devant une urgence, prendre des décisions qui demain peuvent encore tourner contre nous. Raison pour laquelle aujourd'hui, nous devons travailler sur ces deux aspects. Travaillons sur notre propre formation. Parce que lorsque vous avez la formation, vous allez faire craindre l'ennemi. C'est comme, par exemple, dit-on, au temps de Mobutu, le Rwanda ne pouvait même pas hausser le temps. Pourquoi? Parce que le fait Mobutu avait travaillé d'abord sur sa propre formation, y compris ceux de militaires. Raison pour laquelle vous voyez le pays frontalier. Se joue de nous aujourd'hui. Voilà. Pourquoi? Parce que nous avons passé outre la formation. On est devenu faible. On est devenu faible. Raison pour laquelle nous devons insister et persister sur cet aspect de choses. Travaillons sur cet aspect de choses, la formation, et travaillons sur l'information. Parce que lorsque vous avez l'information, vous êtes puissante. C'est-à-dire, on va vous consulter. On va vous consulter pour prendre l'information. Je veux que, Regan, vous réagissez sur la même question. Vous êtes partisan d'une guerre frontale. Aujourd'hui, on n'essaie pas encore déclarer la guerre. Comment est-ce que vous vous expliquez
cette lenteur-là dans la déclaration des cas? Et comment est-ce que vous expliquez le fait que nous continuons encore à appeler, permettez-moi de le dire, je peux le dire comme ça, mais appeler à l'aide à l'international? Merci beaucoup, Oli. Avant de revenir à votre question, qu'il me soit permis de dire un mot par rapport à ce que j'ai entendu notre couloute, notre aîné, M. Hall, qui a mis en exergue cet acte combien louable posé par Monsieur le Pape. Mais j'aimerais profiter pour essayer de dénoncer quelque chose de pas du tout bien qu'on a observé pendant cette messe. C'est que à un certain moment, lorsqu'on accepte de devenir un homme d'État, un homme politique, nous devons avoir à l'esprit qu'il y a des gens qui nous regardent. De fois, on n'a même pas besoin, raison pour laquelle nous, on les dit que lorsqu'on est un homme public, on devient automatiquement enseignant, sans le savoir. Chaque acte que vous posez, il y a des gens, même présentement là, lorsque je prends la parole en public comme ça, je ne pense pas seulement à ce que j'ai dit, mais je pense également à tous ces jeunes qui nous suivent présentement pendant qu'on est en train de tourner l'émission. Je suis en train de dénoncer, comme je l'ai dit, un acte qui m'a vraiment ulcéré. De voir que pendant cette messe, au cours de laquelle on a vu tous les médias du monde avoir un œil regardant sur non seulement le pays, mais également sur l'activité, voir un certain nombre d'opposants qui, pendant que le chef de l'État était en train d'entrer, qui refusaient de s'élever. Moi, je pense que, étant que cette nouvelle génération qui dit changer pour changer, il valait quand même la peine de revenir et pour dire que ce n'est pas du tout intéressant de venir reproduire ce qu'on avait déjà conspiré à la maison. Parce que lorsque vous vous rendez à une telle messe et refusez de s'élever je ne parle pas seulement de la personne, je ne parle pas seulement de la personne du chef de l'État, mais je parle de l'institution président de la République, entrer et que vous aspirez également aux mêmes fonctions, refusez de s'élever. Mais je me dis, quelle leçon on donne à ces adeptes? C'est vraiment regrettable. Peut-être qu'ils avaient oublié, soyez indulgents. C'est vraiment regrettable et je pense que ce sont des actes comme ça que nous ne pouvons que dénoncer. Répondez à ma question. Et cependant, comme vous dites, c'est le pape qui s'élève. Alors que j'ai entendu, même s'il était là par rapport à sa facette de chef religieux, mais nous devons également avoir à l'esprit qu'il est aussi chef de l'État. Il est le chef de l'État du Vatican. Donc, et puis non seulement chef de l'État, mais il est également le chef de l'État le plus préséant. Donc, si il y avait une réunion avec le président de la République, c'est lui qui devrait entrer normalement en dernier, mais il s'est quand même permis de s'élever. Alors, pour revenir à votre question, comme vous le savez, moi, je suis pas allé par quatre chemins. Toi, tu demandes que la guerre. Je demande la guerre. Et je réitère encore ma demande. À un certain moment, je dis même à ceux qui me suivent, même aux adeptes, aux membres de J'adore le Congo, que notre génération doit porter les titres d'intellectuels à crédit. Nous ne le sommes pas encore. Parce que c'est qui un intellectuel? Qu'est-ce que ça veut dire? Non, mais c'est qui un intellectuel? Vous voulez me dire que M. Hall, tel qu'il est là, il n'est pas un intellectuel? Il est un intellectuel à crédit? Il faut savoir aussi définir les mots. Parce que, ça dépend. Le mot veut dire ce qu'il veut dire lorsqu'ils sont dans des textes. Parce qu'il y a deux autres, vous allez constater, excusez-moi, vous constaterez que le professeur Kalouba dit qu'être intellectuel n'est pas synonyme d'être détenteur d'un titre académique. Oui. Être intellectuel, c'est un ensemble de plusieurs critères, entre autres la moralité très élevée, l'éthique, l'essence de l'éthique. Et moi, je partage cette définition. Aujourd'hui, je doute fort que dans notre pays, nous avons des intellectuels. Parce qu'aujourd'hui, les gens pensent qu'être intellectuel... Moi, je suis toujours outré face à ce débat, parce qu'aujourd'hui, vous qui sortez de l'université, quand vous mettez en cause vos professeurs, enfin, vous mettre en cause aussi, parce que vous êtes le fruit de ces gens-là, à un moment donné. Qu'est-ce qui fait de vous intellectuel plus qu'eux? C'est la question. Il y a une différence entre être intelligent et être intellectuel. Exactement. Je suis en train de dire ceci. Être intellectuel n'est pas synonyme d'être détenteur d'un titre académique. Parce qu'aujourd'hui, les gens le résument comme ça. Non, je suis intellectuel parce que je suis licencié. Mais attendez, être intellectuel aujourd'hui est l'ensemble de plusieurs qualités. Vous ne pouvez pas avoir un intellectuel au sommet de l'État voler de l'argent de l'État. Mon ami venait de le dire aujourd'hui. Lorsqu'on devient un homme public, on ne s'appartient plus. Chaque action que l'on pose justifie un enseignement derrière. Parce que vous ne vous appartenez plus. C'est-à-dire les gens vous regardent. Vous devenez un modèle. Donc tous les intellectuels corrompus ne le sont pas. Ne le sont pas. Ne le sont pas. Excusez-moi, ne le sont pas. Comme c'est moi qui ai la parole, j'étais disant,
tout en remerciant d'ailleurs mon co-débatteur pour ces magnifiques compléments qu'il a fait sur mes propos. Mais vous avez parlé de M. Hall. Non, on parle français. Oui. Je n'ai pas dit qu'on n'a pas un seul intellectuel dans ces pays. J'ai dit qu'on n'a pas assez d'intellectuels. Pas assez. Pas assez. Mais pour ne pas dire qu'il n'y a personne. Pour moi, je pense intellectuel, c'est celui qui apporte des solutions. Des solutions idoines aux problèmes que vive la société. Vous voyez? Et M. Hall, parce que vous l'avez cité, moi je ne l'ai pas connu aujourd'hui. Hein. Je ne l'ai pas connu aujourd'hui. Il y a des gens qui ont pu quand même arriver à améliorer non seulement leur vie, mais également leur secteur d'activité grâce aux enseignements de M. Hall. On rappelle qu'il est entrepreneur aussi. Exactement. Donc, actionnaire dans Ma Belle Écope. Ma Belle Écope. Exactement. Donc, j'aurais aimé. Ça permet à beaucoup de jeunes de gagner de l'argent. Donc, j'aurais aimé qu'il ne soit pas là pour dire qu'il est intellectuel. Parce que j'aimerais pas non plus que vous puissiez penser que ça fait que je verse mes propos dans la flatterie. Mais sinon, il est digne d'être intellectuel parce qu'il apporte quand même des solutions idoines aux problèmes que connaît notre Alors, société. je vais revenir à lui très rapidement parce qu'on va passer au sujet du jour. Est-ce que vous comprenez son point de vue quand il dit qu'il demande la guerre parce que la situation sécuritaire a trop duré? Est-ce que vous comprenez ce point de vue-là? En fait, au-delà de ça, est-ce que c'est faisable? En fait, en réalité, son propos n'est pas celui-là. Oui. Tous les grands stratèges savent qu'une vraie guerre, c'est celle qui se mène sans avoir eu une seule perte de vie humaine. Ce qu'il demande, c'est que ça s'arrête tout de suite. Quel que soit l'ensemble des moyens qui doivent être mis en place, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête tout Exactement. de suite. Une vie de plus qui tombe est tout simplement inacceptable. Mais est-ce que c'est possible? C'est tout à fait faisable. Il y a un prix à payer. C'est faisable. C'est faisable. Bah pourquoi on ne le fait pas alors, monsieur? Chaque chose arrive en son temps, de manière orchestrée et organisée. Il y a une personne qui a la responsabilité ultime de conduire cette bataille et cette guerre au nom de la République. Il s'appelle Félix Antoine Tshisekedi. Je pense que nous devrions continuer à lui faire confiance. Dans le gros narratif, aujourd'hui, il y a énormément de choses qui sont bousculées. Nous attendons que sur le terrain du front, l'ensemble de choses dont on entend parler se concrétise de manière définitive. Une réaction de Élise, s'il vous plaît, tout en acceptant l'entre-parenthèse, j'apprécie beaucoup l'ajout de M. Hall, mais exactement c'est ça mes propos. Je pense qu'à un certain moment, peut-être, comme vous l'avez dit, j'ai toujours déclaré que nous puissions engager surtout une guerre, mais j'apprécie ce qu'il dit dans la mesure où notre armée, parce que c'est pas, même si on demande à ce que le peuple congolais soit mobilisé, puisse être aux aguets pour aller affronter. Parce que quand on parle, tu vas même parler de la mobilisation. Oui. La mobilisation ici, c'est pas seulement d'aller au front, mais aussi ne fût-ce que penser. De démontrer qu'on est derrière ceux qui sont on partage ces malheurs, voilà. qu'on les vit sur notre physique. Donc pour dire que je suis convaincu. Et c'est là où j'apprécie quand même le flafla du chef de l'État, lorsqu'il essaye un petit peu d'aller tout doucement, hein, parce que en dépit de tout, c'est que je suis pas très proche, mais en les scrutant de loin, je me rends compte que c'est une personne qui n'est pas des sangs chauds. Il prend son temps. Aujourd'hui, nous sommes en train de décrier ce qui s'est fait par rapport à toutes ces armées qui sont venues dans notre pays pour nous prêter main forte. On décrit leur impuissance. Leur impuissance, ils sont en train de reproduire ce qu'on a reproché à la MONUSCO. Donc, je me dis à un certain moment, le chef de l'État, ce qu'il fait, c'est qu'il est en train de montrer maintenant, et heureusement pour nous, on a reçu aussi le pape, qui nous a offert cette vitrine mondiale. On a montré que voilà, on a appelé les amis de la sous-région pour qu'ils viennent nous aider, et que maintenant qu'ils n'ont pas apporté de solution, donc la suite ne juge personne. Et je pense que c'est ça maintenant l'étape ultime qui nous reste. On a atteint l'étape ultime. Je voulais avoir la réaction. C'est de livrer la guerre. Je voulais avoir la réaction de Nixon avant que l'on passe au sujet qui nous concerne ce soir. Merci pour la parole accordée. Bonsoir. Moi, c'est Nixon Ntanda. En fait, j'ai une petite... avant du sujet, j'aimerais un peu revenir sur la visite du pape. Du pape très rapidement.
D'abord, nous devons savoir que cette visite, c'est d'abord, avant tout, une visite d'ordre humanitaire. Oui. C'est humanitaire. Pourquoi? Parce que si le pape a ciblé la RDC et le Soudan du Sud, c'est pour des raisons bien définies. Pourquoi? Parce que ce sont deux pays qui sont en difficulté en ce moment, humanitairement parlant. Sur le plan économique. Donc il ne vient pas justifier un bilan, non? Bon, le pape ne vient pas là pour justifier. Il a son agenda à lui. Et c'est comme M. Alkitenge l'a dit, c'est un fin diplomate. Parce qu'il a beau être le chef d'État du plus petit État du monde, en termes de superficie, mais le Vatican n'est pas le moindre des États en termes de diplomatie, en termes des réseaux d'influence. D'influence, évidemment. Donc, c'est une vitrine qu'il nous accorde pour nous, peuple congolais, mais aussi pour le gouvernement. Parce que c'est sur base des efforts diplomatiques qu'aujourd'hui aussi, nous avons reçu cette visite qui vraiment nous accorde cette vitrine internationale. Cette vitrine internationale. Et c'est pour moi, je pense que c'est une victoire diplomatique vis-à-vis de l'ennemi qui est aujourd'hui clairement identifié, le Rwanda. Et pas seulement le Rwanda, d'autres pays de la sous-région qui sont là en train de manigancer et ainsi de suite. Par rapport à la guerre à l'est de notre pays, je pense que l'histoire doit nous interpeller. L'histoire doit nous interpeller parce que l'histoire est un éternel recommencement et nous devons être conscients des enjeux qu'il y a dans notre pays. Le Congo est un pays extrêmement riche avec une population dynamique, mais aujourd'hui cette population a été pendant très longtemps maintenue dans la naïveté grâce à une corruption qui a été imprégnée et à un système éducatif mis à terre, une sécurité aux abois. Donc aujourd'hui, je remercie les ciels, je remercie le gouvernement, je remercie des personnalités comme M. Alkitenge, grâce au travail qui s'est fait, de pouvoir voir aujourd'hui des jeunes comme mes frères qui sont là devant moi, vouloir s'engager dans la politique, parce que l'engagement c'est très important. On va justement, merci pour ton intervention, on va justement parler de cet engagement. Alors, Monsieur Al, ça fait 3 fois déjà que le peuple congolais connaît l'exercice du vote. Ça fait 3 fois que ce peuple-là est allé aux urnes. En 2006, nous commençons donc ces processus électoraux, sans doute les premiers chez nous, avec des élections un peu plus globales, même si les élections locales, il n'y en a toujours pas. Personne ne nous explique d'ailleurs pourquoi. Nous allons élire un président de la République, les députés nationaux, les députés provinciaux. Donc, en gros, l'appareil institutionnel est mis en place. 2011, pareil. 2016, il n'y a pas eu élection pour les raisons que nous connaissons. En 2018, on a donc les élections. Aujourd'hui, on arrive en 2023 où on va avoir les élections, mais des élections quand même un peu spécifiques parce que on est dans un temps où la classe politique, j'ai comme l'impression, des années 80, arrive à la retraite. C'est-à-dire que le renouvellement de la classe politique s'impose. Au regard de l'impact du processus électoral, des 3 processus électoraux passés, je parle de l'impact économique et social, sur lequel vous avez d'ailleurs le droit de revenir un peu, est-ce que vous pensez que nous devons, le peuple congolais doit attendre un résultat spécifique pour le processus électoral qui arrive, surtout qu'il y a un engagement de jeunes qui se démontre et des jeunes sont de plus en plus dans la politique, ils ont de plus en plus envie de prendre des postes de responsabilité. Vous posez plusieurs questions à la fois. Oui. Moi, je voudrais commencer par parler du peuple congolais. Allez-y. Nous sommes un pays où plus de 60% de personnes ne savent ni lire ni écrire. Et notre système électoral est basé sur une personne, une voix. Oui. Et nous avons donc un paquet de personnes qui sont simplement de la chair électorale. Des gens à qui on va aller extorquer leur droit de vote contre un bien ou une faveur momentanée. Ça jette un discrédit organisationnel et sociétal à notre système électoral tel qu'il est pour l'instant. Deuxième, c'est l'immoralité notoire de la classe politique de manière générale. Vous savez, ici, chez nous, quand vous dites à quelqu'un « je suis un homme politique », la personne entend «
je suis un voleur, je suis un détourneur. Donc l'image et la perception générale du responsable politique est très négative. Mais on ne peut pas continuer comme ça. Il est important qu'on se réconcilie entre leaders et citoyens. Une des choses que je dis, c'est que vous ne pouvez pas habiter ma campagne et diriger la commune de Matete. Vous ne pouvez pas habiter Kinshasa et devenir député de Maïndomé. Ça n'a pas de sens. C'est pour ça que nous avons des gens qui ne résolvent pas les problèmes de la base. Et pour venir maintenant à votre question, nous sommes là dans une situation où l'après-élection sera la conséquence de ce qui est en train d'être fait maintenant. Et maintenant, du point de vue économique, c'est ça votre question, évidemment, nous sommes en train d'aller vers une réconciliation, j'ai envie de dire, économique. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que pendant 60 ans et plus, l'État congolais a dépensé de l'argent sur 20% de la population qui est essentiellement urbaine. On a largement oublié que nous avions des citoyens qui vivent dans les milieux ruraux et ils représentent la majorité et donc les 60% des personnes qui ne savent ni lire ni écrire se trouvent là-bas. Mais regardez deux choses fondamentales. La première, c'est que les 140 groupes armés hérités de l'ère Kabila, ils sont tous ruraux. Bien sûr. Et ce n'est pas fait par hasard. Et Dieu a bien fait les choses. Ouais. Toutes les réserves minérales sur lesquelles ils s'appuient sont en milieu ruraux. Alors, où est l'intelligence collective que nous avons à pouvoir abandonner, ce qui est censé nous rendre riches en dehors de toute gouvernance, au point d'être pris en charge par des Chinois, des Indiens, des Libanais et tous les autres malfrats qui viennent s'installer dans les zones qui ont été abandonnées. Et le président le dit de manière assez claire, mais pour ceux qui peuvent, regarder sur Google, j'ai fait une émission avec Cheo Kitundu, il y a quelques années, sur la nature même de la guerre que nous avons à l'Est. La composante économique est extrêmement importante dans l'essence et dans la résilience de cette guerre. Ça veut dire qu'en fait, je voudrais revenir sur le fait qu'aujourd'hui, avec l'approche des 145 territoires, la territorialisation de notre économie par la volonté politique est un gros changement de paradigme. D'ici une année, l'ensemble de choses qu'on est en train de poser comme acte aujourd'hui en termes d'investissement sur les 145 territoires va commencer à faire donner les premiers résultats. Il y aura deux autres choses qui auront évolué. Cette affaire de gratuité de l'enseignement qui améliore progressivement, et ça prendra du temps, la compétitivité des individus congolais, mais également et surtout cette affaire de couverture santé universelle qui va garantir un accès aux soins de meilleure qualité. Et comme vous le savez, des hommes en bonne santé et qui sont intelligents sont le levier de base de la compétitivité d'une nation et de sa productivité. Et donc, j'ai juste envie de vous dire, indistinctement de qui sera président, l'économie qui arrivera après les élections sera une économie plus inclusive parce que l'État aura investi de l'argent là où on n'avait jamais investi de l'argent. Et comme les privés voient l'État investir de l'argent là-bas, ils vont découvrir progressivement les opportunités qu'il y a. Et donc, on va avoir une économie finalement nationale. On avait une économie de quelques villes. Nous allons avoir une économie inclusive et une économie du pays. Et ça donne des opportunités à des endroits qui n'avaient jamais connu de marché public. Figurez-vous que dans chacun des territoires, on va dépenser 10 millions de dollars. Ça peut paraître peu, mais c'est énormément d'argent pour des gens qui n'en ont jamais vu. Et aujourd'hui, vous le savez très bien, les opérateurs économiques suivent l'argent. Et donc, les opérateurs économiques vont devoir aller à la rencontre de cet argent et découvrir les opportunités qu'il y a dans les 145 territoires. Et donc, pour répondre à votre question, nous aurons finalement, au-delà des élections, une économie plus inclusive, plus participative. Et j'ai juste envie de vous donner un chiffre. Retenez-le très bien. Notre budget en 2024 ne sera pas de 20 milliards de dollars, il sera de 30 milliards de dollars. Nous serons partis de 4 à 12, de 12 à 16, et d'ailleurs je suis sûr que nous dépasserons les 16, mais en 2024, nous avons la capacité, en ayant cette inclusion d'activité économique, nous aurons la capacité d'aller à 30 milliards de dollars. Et 30 milliards de dollars, ce n'est pas encore le seuil de stabilité de notre pays. Lorsque vous prenez le PIB par tête d'habitant, vous prenez le budget par tête d'habitant de l'Angola, qui est un pays pauvre, il nous faut atteindre 50 à 55 milliards de dollars pour avoir la capacité de gouverner ce pays de manière plus ou moins stable et avoir des effets que nous pouvons être en mesure de pouvoir mesurer auprès des citoyens. Mais retenez-le une fois pour toutes, l'amélioration de la qualité de vie
pour les individus, ce n'est pas le fait que le cadre général s'améliore, c'est le fait que les gens travaillent. Et là, j'ai 2 chiffres à vous exhiber. Le premier, c'est que comme pays, nous avons moins de 5% des gens qui travaillent formellement. Ça ne répond à aucune théorie économique, c'est juste impossible. 2, il faut changer le narratif. Le narratif, le seul qui marche, c'est qu'il faut travailler, travailler et encore travailler. Et travailler avec performance. Mais les gens travaillent, vous dites que 5% seulement sont dans travaillent formellement. Donc le reste sont dans l'informel, mais ça fait... Une petite partie est dans l'informel et généralement en milieu urbain, et une très grande partie ne fait absolument rien du tout. Et vous n'avez qu'à circuler à la cité, vous allez voir des gens qui se réveillent à 9 h, qui mettent une serviette sur les hanches et qui se brossent les dents. Et lorsque vous regardez un peu plus tard, la seule chose qu'ils savent faire, c'est quémander de l'argent, le soutirer à des gens qui veulent s'entendre flatter pour aller boire. Je voudrais juste vous donner une mauvaise nouvelle. L'industrie la plus importante dans la ville de Kinshasa, c'est l'industrie de l'alcool. Ouais. C'est idiot pour un peuple. Excusez-moi de vous le dire ainsi. Mais c'est le gouvernement qui le permet. Non, excusez-moi. Comment vous m'expliquez que nous achetons de l'alcool dans un pays sans carte d'identité, que l'alcool se vend extrêmement moins cher que dans plusieurs pays, même en Afrique ici? Ça, ce n'est pas le peuple. C'est quand même de l'ordre étatique de faire cette réglementation-là. Non, il ne s'agit pas d'une réglementation. Si on commence à venir décider de ce que tu bois et de ce que tu manges, nous serons dans une dictature, ça n'a aucun sens. Nous devons être un peuple sérieux qui se respecte et qui se prend en charge. En termes de priorité, nous devrions savoir où est-ce que nous mettons notre argent. J'ai juste envie de vous dire que nous sommes dans une ville où l'industrie la plus importante, c'est l'industrie de la bière. Et ceci est totalement inacceptable. Il est important que nous soyons en mesure d'avoir des industries ici qui produisent les biens utiles, les biens ultimes dont on a besoin pour être en mesure de progresser. Il y a une partie de ce qu'on appelle les politiques publiques, mais il y a une partie de responsabilité citoyenne. J'étais en train de dire qu'on a une grande partie des gens qui ne travaillent pas, qui savent comment trouver de l'argent sans travailler et qui l'utilisent essentiellement dans l'alcool sous toutes les formes. Vous semblez, à vous attendre, responsabiliser plus la population parce que vous aviez dit tout à l'heure que nous avons plus de 60% de la population qui n'est pas éduquée, illettrée. Donc, et si on ajoute les compétences numériques et aux nouvelles sciences, des fois l'ignorance va très loin, des fois jusque dans les sièges de représentation. J'en connais qui travaillent mais qui ne connaissent absolument rien à la technologie, et c'est dommage. Donc vous dites que c'est de la chair électorale. Donc vous semblez me dire, contredisez-moi si je dis le contraire, vous semblez donc dire là que le peuple congolais ne serait pas prêt pour les opérations électorales. Je veux dire que le système électoral actuel consacre le vol électoral. Ça veut dire qu'en fait, vous n'allez pas demander à quelqu'un de choisir entre 2 choses qu'il ne comprend même pas. Et c'est pourtant la situation actuelle. Il y a des gens qui ne savent ni lire ni écrire. On leur demande de prendre un stylo et de choisir un candidat. C'est pas intelligent. Et je crois que ce n'est pas responsable. Nous devrions être en mesure de pouvoir inventer un modèle électoral qui nous responsabilise. Mon point de vue, c'est que nous devrions être en mesure d'envoyer les meilleurs de nos enfants là où il y a le plus de défis. Qu'est-ce qu'il faut faire alors maintenant là, par exemple concrètement, les élections pointent en 2023, les gens je ne suis pas en train de dire qu'il faut changer le modèle électoral maintenant, c'est tout à fait impossible. Ouais. Je suis en train de démontrer de manière assez claire. Donc vous êtes en train de nous dire qu'on va encore aller voter les gens probablement pas intelligemment, et donc on va encore faire je vais vous dire ce que je veux dire de manière assez claire et très simple. Vous avez des gens qui vont faire la campagne électorale et qui se font porter sur Tipoy par des gens qui sont à peine habillés et qui démontrent de manière assez claire la précarité, et l'habitat aux alentours est violemment précaire, mais ils ne se rendent même pas compte du message qu'ils passent. Mais ça, c'est la réalité, parce que simplement, dans la perception globale, et nous sommes dans un sommeil profond, quand quelqu'un se fait porter sur un typo et qu'il y a des gens qui chantent derrière lui, cette personne est populaire. Et si cette personne peut corrompre et acheter la voix d'un certain nombre de personnes, cette personne est une personne honorable. Je crois qu'on a un problème de logiciel social qu'il faut être en mesure de Donc on ne vote pas de projet ni des idées, mais on vote les individus populaires. Et je reviens sur le fait que nous avons un logiciel social à bousculer. C'est là-bas que l'Église a un rôle à jouer, c'est là-bas que la société civile a un rôle à jouer. Si votre grand-père ne sait ni lire ni écrire, encadrez-le. Il faut qu'il comprenne. Il faudrait que son acte qu'il pose soit un acte éclairé par vous. Et ça, c'est valable pour tout le monde, et nous devons être en mesure de savoir comment avancer. Et c'est pour ça que je dis finalement, le plus grand défi
post-électoral, c'est la qualité des hommes. Et c'est pour ça que l'enseignement gratuit et éventuellement l'enseignement sponsorisé pour l'école secondaire et l'université devrait être le leitmotiv. Il faudrait que nos meilleurs enfants soient en mesure d'exprimer leur meilleur potentiel. Monsieur Djagas, est-ce que vous êtes d'accord avec les propos de M. Alkitenge qui estime que notre système électoral est conflictogène de toute façon, donc ça va nous produire un peu ce qu'on a toujours vécu. Est-ce que vous êtes capable avec ça? Est-ce que, deuxième question, vous estimez aujourd'hui que les plateformes politiques, ça veut dire des partis politiques, permettent la formation ou encore la promotion de meilleurs d'entre nous? Parce que M. Al dit que le développement est fonction de qualité des hommes qu'on envoie à la gestion publique. Monsieur Lee, permettez-moi un peu de revenir en arrière. Je sais que là, ce n'est pas ça la question, mais j'aimerais un peu revenir en arrière s'agissant de la question de la sécurité pendant 2 secondes. On est passé il y a longtemps. Oui, mais par respect. Prenez des secondes. Par respect de la parole accordée à l'autre, prenez des secondes. Seulement ce que je peux dire à monsieur Rigen, c'est que la guerre, pour la comprendre, il faut l'avoir fait. Nous, au MLC, nous connaissons ce que c'est que la guerre. La guerre, si vous avez la possibilité de l'éviter, il faut l'éviter. La guerre, ce n'est pas une affaire de muscles. C'est une affaire de stratégie. C'est une affaire d'attaque de la cible et de sérénité. Donc, je crois que M. Al a suffisamment éclairé là-dessus. Nous avons plusieurs manières de faire la guerre à l'ennemi. Sur le plan économique, aujourd'hui, le Rwanda est en train d'être asphyxié. C'est une piste où nous sommes en train vraiment d'affûter nos armes. Nous l'avons assez stigmatisé sur le plan diplomatique. Et aujourd'hui, les effets et les conséquences sont en train d'être ressentis. Je reviens à votre question. Oui. Sur la question des cycles électoraux. Est-ce que le système est conflictogène? Les systèmes, je veux commencer par détailler d'abord les causes pour en arriver là. Aujourd'hui, nous sommes en train d'aller vers le 4e cycle électoral. Nous avons commencé en 2006 avec la 3e République. Ceux qui étaient en place se sont organisés de manière à ce qu'il fallait d'abord avant tout appauvrir la population et il fallait abrutir la population. Dites-moi, nous sommes dans ce système depuis plus de 3 cycles électoraux où, vous savez avec moi, lorsque vous descendez faire la campagne de terrain, la vraie alors, vous êtes sans ignorer que, quelle que soit votre potentialité, quelle que soit votre compétence, vous devez répondre à un certain nombre d'exigences. Il faut donner un peu de polo, il faut. Ce sont les gens ont faim tout le temps. Voilà, ce sont des tristes réalités, mais qui en réalité, malheureusement, il faut faire avec pour éradiquer justement les fléaux. Parce que, regardez, le système, comme je l'ai dit, il a été systématiquement biaisé. On a détruit l'instruction. Aujourd'hui, lorsque nous sommes arrivés, parce qu'il faut le dire, lorsqu'un système est à terre, on ne commence pas par poser des actions spectaculaires. On commence par les réformes. Nous sommes arrivés, nous avons commencé avec les réformes aussi importantes. Notamment, M. Alkitenge a parlé du domaine de l'enseignement, il a parlé de la couverture sanitaire. Ce sont des piliers majeurs pour relever un État. Regardez, au niveau de l'enseignement, ça n'avait jamais existé. Nous avons pensé à mettre en place la gratuité de l'enseignement. C'était déjà constitutionnel. C'était déjà constitutionnel. Et il y a des bouches qui disent que ça a commencé il y a longtemps parce que c'était plutôt sectoriel. Ça a commencé il y a longtemps, on n'a pas vu ça. Sur le plan national, on n'a pas vu. Et nous avons osé, avec tous les risques possibles. Et aujourd'hui, d'autres posent la question de la qualité. Je vais arriver. Oui. Vous savez, pour faire une marche de 1 km, il faut commencer par un pas. Nous avons commencé par poser d'abord les pas. C'était un acte courageux de la part du régime. C'est vrai, tout n'est pas encore parfait. Mais il faut d'abord instruire le Congolais. C'est quand vous instruisez le Congolais que vous serez en mesure d'élever les systèmes, d'élever le niveau du cycle ou du système électoral. En ce sens que on ne sera plus en train d'extorquer, comme M. Alkitenge l'a dit, le pouvoir qui revient au peuple. Nous avons compris cela et nous avons commencé par cette réforme. Et aujourd'hui, vous pouvez aller vérifier ce que je vais vous dire. Au niveau de l'EPST, nous avons commencé par mécaniser plus de 61 000 enseignants au niveau du secondaire. Pourquoi est-ce que nous l'avons fait? Parce qu'il faut avoir un personnel important d'enseignants qui puisse former réellement le Congolais et que le Congolais soit en mesure d'être électeur et éligible, mais cette fois-là, sachant où est-ce qu'il va. Nous avons pris cet aspect de l'enseignement. Nous avons quitté cet aspect de l'enseignement aujourd'hui, toujours avec les cycles électoraux.
M. Alki-Tengue a dit qu'il y avait beaucoup de couacs. Mais je me pose une question. C'est vrai, avec tout ce que nous avons comme couac. Entre le couac sur le plan économique que nous avons, la pauvreté, et le respect aux impérativités du droit constitutionnel, qu'est-ce qui prime? Parce qu'aujourd'hui, si nous allons aux élections, nous sommes en train de répondre justement à une impérativité constitutionnelle. Vous savez avec moi que les élections font partie de ce qu'on appelle les éléments de la vitalité démocratique. C'est obligatoire. Si vous n'allez pas avec le respect dans le cycle électoral, eh bien même les cycles économiques, je crois, en mon sens, peut être bousillé. Parce que si le peuple se soulève ou le peuple réclame ce qui est droit constitutionnel, eh bien, il y aura de l'instabilité politique. Et l'instabilité politique va nous conduire à une instabilité au sens de, comment on appelle, au sens de climat d'affaires, parce qu'il n'y aura plus d'investisseurs. Évidemment, parce qu'il y aura crise. Voilà, il y a une crise. Et quand il y a une crise, vous n'avez plus de productivité. Quand vous n'avez plus de productivité, vous ne savez pas atteindre le développement. Donc, je pense qu'il faut prendre tous les deux, mais seulement poser les actes forts, mettre de l'énergie nécessaire qu'il faut en allant avec tout ce que nous avons comme poids, que nous fonçons, jusqu'à ce que finalement ça va prendre de la forme. Et je crois un jour, je crois que c'est dans pas longtemps, M. Alki-Tengue a fait beaucoup de projections en termes budgétaires, je crois que dans pas longtemps, nous serons sur la ligne, nous serons sur la bonne marche. On le dit souvent, dans un dicton, on dit souvent qu'un enfant, pour marcher, tombe, trébuche plus ou moins 200 fois. Donc, si nous avons commencé, je sais tout n'est pas parfait, mais il faut aller jusqu'à ce que la chose se stabilise et puis que nous puissions espérer atteindre les niveaux souhaités et voulus par la population. Avant de prendre Israël, je voulais vous faire réagir, M. Al, parce que vous conditionnez ici la stabilité socio-économique par la qualité des hommes qu'on va envoyer. Est-ce qu'aujourd'hui, vous, en tant qu'observateur de la société, penseur, vous avez encore confiance aux partis politiques? Vous estimez que les partis politiques, d'ici 2023, peuvent nous envoyer de jeunes de qualité pour justement continuer les nouvelles structurations dont vous faites allusion ici, la gratuité de l'enseignement, la couverture santé, la territorialisation de la question de la gestion? Vous espérez à ça? Nous avons près de 850 partis politiques. Il est quand même très difficile de penser qu'ils sont homogènes. Ouais. Et donc très difficile de penser qu'on peut dire de manière générale ce qu'ils vont poser comme acte de manière homogène. Mais vous pensez qu'il y a des jeunes de qualité qui sont... Par contre, j'ai la fierté de constater que malgré la difficulté de notre système d'enseignement, on a de plus en plus de jeunes qui montrent leur ambition à pouvoir relever le défi. J'ai toujours un message pour eux. Faites attention, vous êtes la génération la plus corrompue. Vous êtes corrompus depuis l'école maternelle, l'école secondaire et l'université. Et donc, ne venez pas en donneur de leçons. Venez en personnes modestes qui veulent démontrer de manière assez claire. Et vous devez donner des preuves pour cela, que vous êtes différent et que vous avez la capacité d'être à la charnière. Un avantage aux côtés des jeunes aujourd'hui, Internet. Ah oui. Qui est en fait un perturbateur social incroyable, qui donne une puissance incroyable aux citoyens lambda, à quelqu'un que l'on ne connaît pas, qui se met devant une caméra de téléphone et qui passe un message sur YouTube et qui a des millions de vues, simplement parce que la personne a touché la fibre sensible de la communauté. En fait, aujourd'hui, s'il y a un instrument que les jeunes peuvent et doivent utiliser, c'est le digital. Encore une fois, une deuxième chose, c'est qu'il ne s'agit pas de remplacer les vieux en âge par les jeunes en âge. Il s'agit de remplacer les corrompus par des personnes intègres, des incompétents par des personnes compétentes, des travailleurs qui remplaceront des paresseux. Je dis toujours d'ailleurs en rigolant que notre hymne national a un problème. Là où il y a des engagements, c'est au futur. Ah oui. Nous bâtirons. Non, non, ce n'est pas nous bâtirons, nous bâtissons. Et pour moi et à mes yeux, les jeunes ne sont pas l'avenir de ce pays. Ils sont le présent de ce pays. Ils doivent porter le pays et l'amener au développement. Et voilà mon message quand je parle aux jeunes et je leur dis, s'il vous plaît, prenez conscience de ce que vous êtes. On a eu ici un président qui avait 29 ans. Oui. Les Lumumba, quand ils réclamaient l'indépendance et qu'ils se battaient, ils étaient entre 25 et 30 ans. Et donc, il n'y a pas d'excuse, il n'y a aucune raison que vous soyez le futur à 30 ans. Ça n'a pas de sens. C'est maintenant que vous devez agir.
vous avez la force nécessaire, vous avez l'intelligence. Les insuffisances que vous avez eues dans le système éducationnel, vous pouvez les combler avec des connaissances qui sont de libre accès sur Internet et dans des universités les plus prestigieuses du monde. Et au-delà de ça, utilisez votre cerveau. Et ces jeunes-là, est-ce que vous les croisez, vous qui faites le tour du Congo? Il y en a quelques-uns devant moi ici et je suis fier d'être devant des gens qui posent des questions sensées et qui prennent des positions de manière responsable. Et encore une fois, je leur dis, ne cédez pas à la tentation. La tentation, c'est l'enrichissement facile, c'est la facilité à toute épreuve, c'est la corruption. Et quand vous êtes corrompu, vous devenez orgueilleux parce qu'en fait, vous avez des choses à cacher. Évidemment. Israël, vous êtes en train de critiquer l'université. Permettez-moi, vous allez me reprendre si jamais j'ai dit une bêtise. Moi, je ne suis pas très sûr que les partis politiques produisent des hommes de qualité. La question que je vais vous poser, c'est d'où viendront ces hommes de qualité dont on a besoin d'ici l'horizon 2023 pour pouvoir nous souffler, ne serait-ce que le premier pas de l'émergence, si je peux le dire ainsi. Permettez-moi, Elie, de pouvoir prendre la parole juste une demi-seconde. Vous avez tendance à stigmatiser les partis politiques. Oui. Les partis politiques sont dirigés par des dirigeants politiques qui sont des pères de famille, des gens qui sont nos frères, nos sœurs, nos oncles, nos tantes. Ils sont là-haut ce que nous sommes en bas. Notre société est corrompue. Notre société est en sérieuse difficulté de moralité. Je pense que nous devrions être en mesure de faire un grand travail de reprogrammation sociale et organisationnelle. C'est une question globale. C'est une question globalisante et globale. Réagissez. Élie, vous savez, j'ai de larmes aux yeux parce que moi, le Congo, c'est ma mission et c'est ma passion. J'ai beaucoup d'émotions, surtout en répondant sur cette, par rapport à votre question. Je me dis, à son temps, Franck Fanon dit, chaque génération a une mission qui consiste soit à la trahir, soit à la remplir. Vous posez la question de savoir d'où viendra deux hommes intègres. Avec l'augmentation exponentielle de partis politiques, M. Al venait de le dire, plus de 800 partis politiques aujourd'hui. Quel est le travail de ces partis politiques? Quel est le travail de ces partis politiques? C'est-à-dire aujourd'hui, dans des partis politiques, vous avez seulement un seul message. Venez, combattants, demain nous aurons des postes. Et puis après, on va se les distribuer. On va se distribuer. Aucun, je ne sais pas, je parle sous contrôle de mes amis, en tout cas, aucun parti politique ne prend le temps d'enseigner sérieusement le militant et militant, le bien fondé de la République. Alors qu'ils ont la mission du civisme. Voilà. Alors qu'ils ont une mission qui est remarquée, remarquable. Du civisme, comme vous venez de le dire. C'est-à-dire dire aux militants et militants que la République est sacrée. On ne vient pas se servir lorsqu'on vient travailler pour la République. On vient servir. Mais malheureusement, vous avez des gens aujourd'hui qui préfèrent outrepasser la vérité et prendre des raccourcis. Mais des jeunes comme vous, ça vient d'où en fait? Vous sortez d'où? Parce que vous ne sortez ni de l'université, ni des partis politiques. Mais vous sortez d'où? Parce que dites-nous. Vous savez, il y a Socrate disait, science, sa conscience n'est que ruine de l'art. Nous sortons d'où? Nous sortons de la République. C'est-à-dire, nous avons tiré des leçons aux actions posées par nos prédécesseurs dans la politique. Car les actions placées sous les mêmes conditions produisent toujours le même effet. Alors nous, on s'est dit, non, attendez, un jour, les jeunes générations nous poseront la question de savoir, mais vous avez eu, vous, la chance de passer par l'université. Qu'avez-vous fait de votre intelligence? C'est comme les directeurs des cabinets du ministre du numérique, Jean-Michel Noël, il a toujours l'habitude de dire que ce pays est un héritage que nos ancêtres nous ont légué. Et Dieu. Et nous, en retour, nous devons le faire. C'est-à-dire léguer aux générations ou la génération future. Mais avant de le faire, nous devons ajouter une valeur. Alors, quelle est la valeur que nous sommes en train d'ajouter? Nous, présentement. C'est vrai. Je retiens, pardon, permettez-moi de vous couper vraiment la parole. Je retiens cette question et je la pose à Regen. Quelle est votre valeur ajoutée aujourd'hui dans votre engagement politique? Qu'est-ce que vous allez faire des différents que les aînés n'ont déjà pas fait? Merci beaucoup, Elie. J'apprécie d'ailleurs, j'apprécie la question, même sous la forme posée à mon prédécesseur. D'où venez-vous? Ouais. J'ai vraiment apprécié ça. D'où venez-vous? Mais, Elie, je l'ai dit, sans embâche, que nous sommes les victimes d'hier. Et c'est là où je dis,
je réponds à mon collègue qui a repris sur du MLC, sur la guerre, à un certain moment, lorsque, à force de voir les gens venir frapper votre maman, même si vous n'avez jamais appris à vous battre, vous allez faire quelque chose. Vous voyez? Donc, on n'a pas besoin d'expérience pour engager une guerre. À un certain moment, puisqu'on a atteint un ras-le-bol... C'est de la légitime défense. Exactement. Nous sommes maintenant, le peuple congolais est appelé à pratiquer de la légitime défense. De 1 et puis de 2, d'où l'on vient, mais exactement, nous sommes des victimes d'hier. Moi qui vous parle ici, j'ai longtemps cru à une squad d'aînés qui ont postulé hier, qui m'ont dit, viens, je te nomme comme étant le directeur de campagne au niveau communal. Et une fois on a le pouvoir, regarde ce qu'on va faire. Le courant, l'électricité, il y en a beaucoup. Toute une ribambelle pour ne même pas. Vous n'allez pas faire de promesses, vous? Parce que vous serez candidat. Vous n'allez pas promettre? Mais c'est là. Si vous allez promettre, pourquoi on va vous croire? Mais c'est là exactement. C'est la question. Moi je me dis, c'est là même le problème. J'aurais bien voulu communiquer sans pourtant utiliser ma bouche. Donc vous êtes d'accord avec M. Hall que le système, il est conflictogène? Non, mais pour dire quoi? Lorsque j'ai dit à un certain moment, le malheur est que pour se faire entendre, on doit parler. Mais à un certain moment, moi je me dis, si les gens pouvaient lire dans les âmes, j'aurais bien voulu que les gens qui nous suivent, les Congolais qui nous suivent, lisent pour nous élire. Mais puisqu'on est obligé de parler, et malheureusement, ceux qui ont pris la parole avant nous, ils ont tellement promis quoi? Ils ont promis la lutte, alors qu'ils n'ont rien fait. Alors, allez-y très rapidement parce qu'on est en train de chuter. Oui, j'ai entendu M. Hall le dire. C'est très important. Vous savez, vous l'aviez peut-être pas remarqué parce que vous l'avez fait réfléchir en disant que voilà, il serait sur un bar en train d'accuser les politiques. Non, mais le problème c'est pas d'accuser les politiques. Nous sommes tous les produits de la société congolaise. Et j'aime bien l'auteur qui a dit chaque peuple mérite ses dirigeants. Vous savez, parce que lorsque celui qu'on applaudit, celui qu'on appelle le chef de la famille, il est ministre. Mais lorsqu'il détourne, lorsqu'il vient dans la famille, qui sort son argent pour aider X et Y, on applaudit. On applaudit. Attendant, laissez-moi d'abord écouter l'homme de... Ne soyons pas là-bas pour commencer à juger les autres. Je pense que le problème, c'est nous tous. Prenons la décision de changer et faire mieux. La parole à la société civile. Ça sera votre dernier mot parce qu'on est vraiment en train d'arriver à la fin. Bon, merci beaucoup, même si vous c'est précipité. Ouais. Je reviendrai d'abord déjà, nous, la société civile, et idéal pour la jeunesse, donc le meilleur. Nous avons pensé que il était important de faire un bilan, 4 cycles d'élections, un bilan. Et les bilans nous ramènent déjà à ce que Maître Alkitenge a dit ici. On voit l'après-élection. On ne voit pas l'élection, mais on voit l'avenir. Et si on fait les bilans, vous comprendrez que notre système, le parti politique ou le candidat ont cette habitude de promettre ou de produire des projets faramineux. Et ça, des gros montants de budget. Des gros montants, nous étions en 2018. Que personne n'atteint d'ailleurs. 86 milliards, on ne va pas l'atteindre. Donc c'était politique. 100 milliards, 140 milliards. Donc la population a aussi. Vous savez que le détournement n'est pas, ou le vol n'est pas seulement le fait de. C'est pas seulement matériel, mais aussi, on peut le prendre aussi au sens moral. Le fait de mentir. Et si on voit, bon, nous irons en 2023, nous, société civile, nous pensons, il y aura encore des candidats. Il y a déjà des candidats déclarés. Et des projets faramineux bientôt nous vont bombarder nos oreilles. Nous parlons du bilan, 4 cycles après, c'est dire que il était important, en tout cas de dire, ou de faire, est-ce qu'il n'est pas possible d'avoir un projet d'avenir? On ne voit pas les politiques, c'est tout le monde. Nous réfléchissons et nous avons des savants. Réfléchir 30 ans. Et les projets 145 territoires, c'est un projet d'avenir. Et là, le candidat qui vient, les candidats qui vont se proposer ou qui vont candidater, ils seront là là-bas. Quelles sont les techniques que vous mettrez en place pour réaliser ces projets? Je suis vraiment obligé de vous couper parce que la régie me fait signe. La régie me fait signe. 2 secondes, je passe. Permettez-moi d'abord de faire réagir M. Hall.
Un dernier mot. Permettez-moi, je vous donnerai 30 secondes chacun pour conclure. Mais Monsieur Al, qu'est-ce que vous diriez à la société congolaise, aux Congolais qui vous regardent, à propos de ce processus électoral? Nous venons là d'en faire les bilans, nous venons là d'établir un tableau que je trouve plutôt mitigé. Qu'est-ce que vous allez dire aux gens qui nous ont suivis aujourd'hui? Je voudrais leur dire que les élections ne sont pas une fin en soi. Oui. Ce qui compte le plus, c'est la qualité de vie que l'on donne aux citoyens avec équité. Que la prochaine République devra être essentiellement rurale, parce que notre grande partie de la population est là-bas. Les budgets de l'État devront être dépensés majoritairement là-bas, non pas parce qu'on voudrait leur faire une faveur ou une justice quelconque, mais parce qu'on voudrait les inclure dans l'effort de productivité nationale. Et ça, il faut être à mesure de le comprendre. En d'autres termes, nous arrivons en 2023, le PNSD, le Plan National Stratégique de Développement, arrive à son bout cette année. Il faut donc qu'on se replanifie, non pas pour les 5 prochaines années, mais pour minimum les 15 prochaines années, sinon 20 ou 30 ans, pour être en mesure d'avoir de la projection et de l'horizon. Ça nous permettra de planifier les infrastructures, de planifier le système d'enseignement, le système d'éducation, et donc de planifier la qualité de personnes qui pourront porter le développement dans le long terme. Deuxième, ça ouvrira les horizons aux gens qui se projettent chez nous. Ils ne viendront plus en commerçants, ils viendront en industriels pour être en mesure de faire avancer les choses. Mais pour répondre à votre question, et je voudrais le dire de manière assez claire, l'avenir de notre pays est dans ses atouts climatiques. Il est donc important qu'on sache que chaque chose que l'on fait, on devra le faire tout en sachant que nous sommes un réservoir d'intelligence climatique et de solutions climatiques, qui est en fait la prochaine demande du monde entier. Et il est donc important pour nous qu'on commence à être intelligent, que l'on sache qu'est-ce que nous avons comme avantage comparatif et avantage stratégique. Mais aussi, que tout n'est pas politique. On aura toujours un seul président à la fois, un ministre de la Défense à la fois, un ministre de la Santé à la fois, qu'il y a moyen de servir sa nation en dehors des postes politiques. En d'autres termes, il faut que les hommes politiques comprennent qu'ils doivent se détacher de leur conflit d'intérêts permanent où ils s'impliquent un peu trop dans les affaires. Par exemple, si vous voulez mon avis, nous devons être en mesure d'interdire à tout homme politique d'accéder aux minéraux, au pétrole, à la forêt, à tout ce qui est ressources. Beaucoup d'immoralité. Parce que c'est leur conflit d'intérêts permanent qui nous amène dans la situation où, au lieu de mettre les ressources naturelles au bénéfice de la grande majorité, on se retrouve avec des combines avec des individus qui sont des mercenaires de la République, qui, avec des étrangers, sont en train de nous ponctionner. Et je crois qu'il est important qu'à un moment donné, qu'au cours de cette période électorale, nous soyons en mesure de réfléchir globalement et de nous parler en nous regardant droit dans les yeux. Et c'est là mon appel à la jeunesse. Soyez les sentinelles de la société. Soyez les speakers de la société. Informez les gens les moins instruits et utilisez Internet pour être en mesure de décrier ceux qui détruisent la République. C'est un peu ce que nous essayons effectivement de faire dans cette émission. Informer, vous appelez vous, d'autres politiques, pour qu'on informe à ces grands peuples qui a la responsabilité de voter demain. Vous étiez nombreux à nous suivre. Je suis vraiment obligé d'arrêter cette émission parce que la régie me fait signe que on a dépassé, mais vous savez pourquoi on fait ce travail? Parce qu'il faut à un certain moment que nous envoyons à la gouvernance des hommes des qualités, parce que cela dépend de notre avenir. Si nous ne savons pas le faire, ça va être très compliqué, comme M. Al l'a dit. Cette émission, c'était aussi pour ça. On a dressé là un portrait robot du type de politique ou du type de projet qui doit nous intéresser. L'avenir est dans les milieux ruraux, l'avenir est dans les climatiques. Donc, il va falloir à un moment donné qu'on oblige nos politiques à parler les langages de notre pensée, parce qu'on ne peut pas diriger tous. Merci beaucoup parce que vous étiez nombreux. C'était donc Choc d'idées, 2e numéro de l'année. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous invite à continuer à nous suivre sur Siloé Télévision. Moi, je vous retrouve très prochainement avec le même plaisir et surtout avec d'autres invités. On continuera donc ce qu'on s'est dit pour arriver à avoir les élections peut-être un peu différentes cette fois-ci.